des armes légères et de petit calibre. L'Afrique lançait ce lundi le mois d'amnistie, une initiative globale contre ces armes qui menacent la paix et la sécurité sur le continent. La cérémonie de lancement du projet était présidée par le ministre des Relations extérieures. Notre reporter Séverin Legambélé raconte ici cette levée de bouclier contre les violences armées sur le continent. La nature du problème de la circulation illicite des armes légères et petit calibre explique la mobilisation du corps diplomatique et de toutes les administrations concernées par la sécurité à la cérémonie de lancement officiel au niveau du Cameroun du projet Septembre 2020, projet dit mois d'amnistie en Afrique. Une initiative de l'Union africaine qui vise à réduire la violence armée sur le continent en renforçant les outils de diplomatie préventive. La profondeur de ce projet a été relevée dans la prise de parole du ministre des Relations extérieures devant ses collègues du gouvernement et bien d'autres invités. Il est question de faire taire les armes en Afrique et jeter les bases d'un développement durable. Notre pays a adopté une loi en 2016 et cette loi est venue nous rappeler l'engagement résolu du Cameroun à renforcer son architecture sécuritaire. Le projet Septembre 2020 au Cameroun prévoit plusieurs activités à Yaoundé et dans plusieurs régions du pays durant la période d'octobre à décembre de cette année. Ces activités comprennent des ateliers de sensibilisation des chefs traditionnels et des forgerons sur la loi de 2016 portant un régime général des armes et munitions au Cameroun. Le Cameroun qui se réjouit d'abriter cette initiative, une opération qui devrait aboutir au renforcement des législations et des contrôles contre ces armes légères et de petit calibre, des instruments de guerre qui sèment la mort depuis plus de 4 ans maintenant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Augustin Guizana. Le Cameroun subit les ravages de la circulation des armes légères. Depuis 2016, des Tchapfoum, de l'appellation des armes légères de fabrication artisanale, tournent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des groupes armés séparatistes les utilisent pour tuer ou pour opérer des prises d'otages. À l'extrême nord, les combattants Boko Haram les utilisent dans les actes de terrorisme. Conséquence, le flux massif des populations. Des morts par dizaines de centaines. Ça me fait pleurer. On voit que les choses changent. Le gouvernement fait quelque chose. L'urgence d'une lutte énergique est signalée. La fermeture des armureries dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par le ministre de l'administration territoriale ou encore le démantèlement du site de fabrication des armes par les forces de défense et de sécurité comme en Konsamba ne suffisent pas. La victoire sur le terrorisme va passer par la synergie des forces entre les éléments de force, de défense et de sécurité et la population. Si dans certaines régions du Cameroun, l'usage des armes de petit calibre est une tradition, l'usage de ces fusils aujourd'hui prend une proportion inquiétante. Le circuit mérite d'être fermé. Et dans ce chapitre de la sécurisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest, signale ce communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense qui indique que dans la journée du vendredi 16 octobre vers 16h30, un incendie s'est déclenché dans le bâtiment qui abrite le poste de commandement du groupement de gendarmerie territoriale de Bamenda au lieu dit Up Station. La prompte intervention des sapeurs-pompiers, appuyée par les éléments de la gendarmerie nationale, a permis de circonscrire les flammes et le feu vers 19h. Les premiers éléments de l'enquête ouverte font état d'un incendie d'origine accidentelle dû au brusque retour de l'énergie électrique dans la ville de Bamenda, brusque retour ayant entraîné un choc au niveau du compteur alimentant le bâtiment. Les éléments de l'enquête actuellement disponibles laissent clairement établir que cet incendie n'avait aucun rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Bamenda, cette situation qui est au demeurant en nette amélioration depuis le lancement de l'opération Bamenda Clean. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense renouvelle les encouragements du chef de l'État, chef des forces armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et rassure la population de la poursuite quasi normale de l'activité
et de la formation de gendarmerie concernée, sa capacité opérationnelle n'ayant véritablement pas été entamée. C'est signé par le capitaine de frégate Atonfangemo Cyril à ce cabinet du ministre de la Défense ici à Yaoundé. Autre chose à présent dans le journal, nous parlons de la rentrée universitaire 2020 qui entrait dans le vif du sujet ce lundi avec le début effectif des cours. Occasion pour la rédaction d'ouvrir le dossier sur la professionnalisation des formations universitaires. Et question ce soir à Barbara Padjama, que recouvre exactement ce concept de professionnalisation dont on parle au Cameroun depuis 2013 à travers universités publiques et privées. Sa réponse. En 2013, la politique de formation fait la part belle à la professionnalisation. Les filières se sont éclatées et les enseignements spécialisés. Tenez par exemple en licence pro. La logistique et transport a fait son entrée. L'entrepreneuriat et développement des PME aussi. Dans les cycles Master 1 et 2, la spécialisation est plus affinée et offre toute une plaquette de débouchés. L'étudiant peut envisager de devenir banquier ou ingénieur en système d'information et numérique. Ou même alors faire dans l'économie de l'environnement ou développement rural et agriculture. La liste est densifiée. Nous avons des spécialistes en handicapologie qui s'intéressent effectivement à tous les cas de handicap et qui forment des gens qui peuvent prendre directement en charge les personnes qui vivent avec un handicap. Les universités sont dans une dynamique triptyque, métiers, compétences, formation. En plus des stages d'incubation, elles ont ouvert des partenariats avec les chefs d'entreprise pour diriger les cycles, licences et master pro, d'après une source de l'université de Yaoundé 2. C'est officiel, l'enseignement supérieur a bien négocié le tournant du parcours professionnel. Transformer les bases théoriques que nous avons, que nous donnons aux apprenants, en bases pratiques directement utilisable par la société. Aujourd'hui, l'offre académique apporte des réponses concrètes aux exigences professionnelles. De nouvelles filières qui naissent ainsi chaque année dans divers domaines, l'entrepreneuriat, l'agriculture, le tourisme ou encore la banque. Allons donc voir deux cas pratiques, deux jeunes dames, Carmen et Karine, toutes deux engagées dans la haute couture d'un côté et pour l'autre dans les métiers de l'hôtellerie. Leur parcours est raconté ici par Elvire Angéline Ebalé. Tracer les lignes de sa carrière et tailler les imperfections. Carmen a su rassembler tous les atouts de la haute couture pour sortir des ateliers professionnels, sa marque et son style. À seulement 27 ans, cette originaire des hauts plateaux de l'Ouest s'est fait une place dans le taux emploi. Après son passage à l'université, suivi d'une formation professionnelle. J'ai préféré aller suivre une formation chez un styliste. Je voulais me mettre directement à la pratique. L'avantage d'être à son propre compte, c'est que tu es autonome. Un amour qui façonne en elle le rêve de la réussite. J'ai encore du chemin à faire et j'essaye un peu de prendre exemple de certains créateurs. J'aimerais faire connaître aussi ma marque à l'international. Du professionnalisme à l'auto-emploi, une option favorable à Carmen. Une génération ambitieuse aux couloirs différents. Karine a su s'insérer dans l'hôtellerie-restauration. Cette ancienne étudiante a opté pour une formation professionnelle. Son diplôme, la clé de son insertion sociale. C'était un travail que j'ai aimé depuis 4 ans. J'ai continué à faire le jus de fruits ici. Je sais les clients, je vais le matin, il y a des fois que je aide à me faire le ménage et il y a des fois aussi que j'aide à la cuisine. D'une fille du Nord-Ouest, son amour pour son métier l'aide à transformer ses obstacles en opportunités. Pour ces deux jeunes dames, le pari est presque gagné grâce à leur professionnalisation. L'espoir est celui d'une notoriété qui viendra au fil du temps. Et on le voit, plus qu'un concept creux, cette professionnalisation des formations universitaires est désormais une réalité au Cameroun. Et pour mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi, les institutions académiques font appel de plus en plus aux entreprises ou encore à la diaspora. C'est le cas par exemple à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Franck Evina est allé voir cela de près. Regardez.
Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé 2, des milliers d'étudiants, une multitude de filières professionnalisantes. On offre des formations dans le domaine de la banque, dans le domaine, n'est-ce pas, de la comptabilité, dans le domaine, n'est-ce pas, de la gestion des villes avec la décentralisation qui crée des besoins en termes de formation, en termes de spécificité. Dans une approche participative, des entreprises et organisations patronales donnent de la cote aux produits de cette faculté. Le JICAM qui a manifesté son intérêt, nous avons des entreprises publiques aussi, l'agence de promotion de la PME, etc. C'est vraiment, on a été agréablement surpris de constater cette adhésion. On va certainement aboutir à la signature des conventions. Une approche personnalisée est aussi en vue avec les formations à la carte. Depuis l'étranger, des éminences grises renforcent cette dynamique académique. Nous avons par exemple le professeur Ongba qui est à l'université de Rennes, nous avons le professeur Ngimke, nous avons Eric Bael qui est le premier Camerounais à ma connaissance à publier un article dans la revue American Economic Review. Tous ces jeunes-là viennent avec un enthousiasme extraordinaire. L'implémentation du numérique éducatif stabilise la connexion entre cette diaspora intellectuelle et le paysage académique national. Une institution où cette professionnalisation va de soi pratiquement, c'est bien l'Institut africain d'informatique, l'IAI, qui mettait quelques 337 jeunes ingénieurs sur le marché de l'emploi ce lundi, après réception de leur diplôme. Une cérémonie couplée à la rentrée solennelle présidée par le coordonnateur régional de l'institution. Retrouvons au campus de Nkolanga notre reporter Irène Ndjanafouda. Les étudiants frais et mollus de l'IAI Cameroun exultent de joie. Le diplôme est dans la poche. Avec juste le cursus que l'IAI m'offre, ça me permet de travailler dans des structures importantes. On peut déjà commencer des petits boulots qui peuvent nous aider à acquérir davantage de l'expérience professionnelle. J'explore plusieurs avenues. Entrepreneuriat, création de solutions innovantes. Ces produits finis qui arrivent au bout de leur peine, après 3 ans de dur labeur, ont désormais le profil de l'emploi. Les lauréats sont suffisamment armés pour pouvoir affronter l'avenir. L'objectif de IAI, c'est de former des étudiants qui peuvent se mettre à leur compte. Des finissants qui passent le témoin à d'autres apprenants en ce début d'année académique hors du commun. Nous allons essayer de faire en sorte que les cours se déroulent de façon optimale avec une méthode hybride, mi-présentielle, mi-distancielle. Des temps forts suivis en ligne par près de 20 000 internautes. De l'or pour financer l'année scolaire, c'est l'équation de certains élèves dans la localité de Bétaré-Oya, région de l'Est. À l'entame de cette 3e semaine des classes, ils s'activent encore dans les mines d'or dans l'espoir de trouver les moyens nécessaires à leur année scolaire. Carolina Mombozanga, dans le Lomé Djerem, raconte cette expérience. Comme ces enfants, bien d'autres dans l'arrondissement de Bétaré-Oya s'activent encore dans les chantiers miniers 2 semaines après la date officielle de rentrée scolaire au Cameroun. Les enfants ne veulent pas l'école comme ça se doit. Il faut aller dans les maisons, il faut aller dans les chantiers, il faudrait même aller voir les autorités pour les faire fuir dans ces chantiers. C'est tout un problème. Malgré toutes les stratégies multipliées par la commune pour ramener la jeunesse à l'école, les campus scolaires demeurent moins fréquentés. Nous avons distribué des prix aux meilleurs élèves de toute la commune. On n'a pas de moyens coercitifs pour contraindre ses parents à ramener les enfants à l'école. À des fois même, ils te disent, si jamais ils ne partent pas faire leur orpaillage, c'est toi qui vas les nourrir. Une synergie d'action de toutes les sectorielles s'impose pour orienter la jeunesse de Bétaré-Oya vers l'école, seul gage d'un avenir radieux. Dans notre rubrique, ce qui fait débat en ce début de semaine au Cameroun,
On reparle de l'incivisme fiscal et du rapport sur le manque à gagner évalué à quelques 12 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État en ce dernier semestre. Des recettes non fiscales jamais recouvrées, selon un rapport de la Direction générale du budget du ministère des Finances, se pose alors avec une acuité nouvelle la question de la sécurisation des recettes fiscales, mais surtout l'équation pour ramener les contribuables camerounais à s'acquitter honnêtement de leurs impôts et taxes. L'enquête sur ce qui fait débat, Cyril Kingembepe. Le taux d'imposition au Cameroun tourne autour de 15%, loin des 21% recommandés par la CEMAC. Une moyenne basse, pourtant plombée par l'informel. Ce taux d'imposition dépend déjà du niveau de développement de chaque pays. Dans notre contexte, beaucoup d'entreprises sont cachées. L'État est obligé de se redéployer. Pour éviter une pression psychologique, il faut élargir l'assiette au lieu de plafonner. Les taux dépendent de la politique sous-régionale. Par conséquent, le levier sur lequel chaque État a la possibilité d'actionner, c'est l'assiette fiscale. Autre obstacle, le contribuable qui regarde l'impôt comme facultatif. Je le fais à la date limite parce que soit l'assureur me le rappelle, soit quand les enfants regardent le dossier, là spontanément je le fais. Il y en a qui systématiquement pensent qu'ils doivent contourner les règles, ils doivent contourner la loi. Et les difficultés de la vie, ils sont également pour beaucoup. Il faut pourtant s'y plier pour que fonctionnent les services administratifs. Pour nous, c'est un devoir de s'acquitter des droits des impôts. La bonne communication sur l'impôt et ses avantages, voilà qui pourrait briser la glace. Des effluves de chocolat dans ce 20h30 avec la présence de 2 chocolatiers français dans la capitale camerounaise. Le vice-président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France et son compatriote du club des chocolatiers engagés étaient reçus ce lundi par les 2 ministres du Commerce et de l'Agriculture. Le vice-président de la Confédération des chocolatiers, Daniel Mercier, c'est son nom. Il dit ici sa vision de la filière cacao-café au Cameroun. C'est dans un entretien avec Luc Bienvenu au Nana. On a perçu le potentiel et surtout à travers la volonté du gouvernement qui avait un vrai programme de développement sur ce cacao d'excellence. On a besoin de cacao de qualité. Ils sont capables de le produire. Nous montons quelque chose en commun. Il y a une demande de la part des consommateurs. Où est-ce que c'est produit? Par qui c'est produit? Comment c'est produit? Est-ce que la filière est clean? Nous, on veut que ce soit vraiment le label concernant la qualité du cacao et le prix payé aux planteurs. Nous, on ne parle pas de juste prix. On a ras-le-bol du juste prix. En politique, le sablier qui s'égrène pour les élections des conseillers régionaux, c'est le 6 décembre, vous le savez maintenant. Les partis politiques dont les listes ont été retenues ont jusqu'à demain, mardi 20 octobre, pour déposer à la Direction générale des élections la couleur et le sigle retenu pour l'impression de leur bulletin de vote et autres bulletins de campagne. Les chefs traditionnels, quant à eux, déposent déjà les couleurs de leurs bulletins de campagne auprès des agences et les CAM à travers le Cameroun. Notre reporter Agnès Solange Abessolo fait ici le point de la situation de ces bulletins dans l'Umfundi. Toutes les listes présentées dans le département du Mfundi ont été retenues à l'issue du contentieux électoral. Sa Majesté Abanda Pi, chef traditionnel du 2e degré à Moyo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, conduit une liste de candidats acceptés. Il s'agit donc fondamentalement de préserver une certaine éthique. Et l'éthique permet à l'homme de s'élever. En effet, les chefs traditionnels qui constituent le 2e collège électoral du scrutin déposent leur choix de couleur uniquement auprès des agences départementales et les CAM. On continue le toilettage des listes électorales. Les bureaux de vote ont déjà été choisis. Donc il s'agira pour l'Umfundi d'avoir 2 sites, un pour les chefs traditionnels et un pour les conseillers municipaux. Les partis politiques également ont jusqu'à ce mardi 20 octobre pour déposer les sigles et les couleurs choisis pour leurs bulletins de campagne et de vote au siège des LECAM cette fois. Les autres articulations concernant la période avant campagne seront détaillées ce même mardi au cours de la 4e session de plein droit du Conseil électoral.
le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. En santé, l'OCEAC, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, entend améliorer la prise en charge des maladies tropicales négligées comme cette maladie de dengue ou encore le chikungunya. Des préoccupations qui étaient examinées ce lundi au cours d'une réunion au siège de l'OCEAC ici à Yaoundé. Une réunion présidée par le secrétaire général de cette institution et on voit ici les images de cette concertation. La suite du journal, nous restons en santé et nous allons directement faire le point et l'état des lieux du coronavirus à travers le Cameroun. La transmission est combattue également dans les milieux sportifs. En football, par exemple, la FIFA a rendu public les termes des matchs et les conditions pour les matchs internationaux. Nous allons voir comment cela va fonctionner. Nous retrouvons immédiatement au centre des opérations d'urgence de santé publique notre correspondant là-bas, comme tous les soirs, Évariste Eyenga. Bonsoir, vous êtes avec votre invité, le docteur William Gachou, et vous avez la parole pour ces explications, messieurs. Bonsoir Adèle, les Lions indomptables ont déjà bonne idée du fonctionnement des protocoles sanitaires mis en place par la FIFA, la Fédération internationale de football, l'association pour avoir participé le 9 octobre dernier à une rencontre amicale qui les opposait au Japon. Eh bien, l'invité de ce soir n'est autre que le médecin des Lions indomptables, le professeur William Gachou. Il est aussi chirurgien cardiovasculaire et médecin de sport. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. En tenant compte des protocoles FIFA mis en place pour encadrer les rencontres internationales, dites-nous, qu'est-ce qui change? Donc, vous devez savoir qu'au niveau des Lions, nous avons deux protocoles en place. Le protocole mis en place par le staff médical et validé par la commission médicale de l'Africa Foot, qui commence 48 heures avant l'arrivée de la délégation par une obligation de réaliser un test PCR. Et rien que les gens qui sont négatifs sont autorisés à participer au stage. Et une fois sur le stage, nous avons mis en place un suivi étroit de toute la délégation avec un questionnaire quotidien, un examen clinique quotidien, notamment prise de température. Et toute personne a l'obligation de signaler un symptôme suspect. Enfin, bien sûr, les mesures barrières, le lavage régulier des mains et aussi la limitation des contacts avec l'extérieur est préconisée. Au niveau de la FIFA, par contre, 2 ou 3 jours avant le match, il y a un test qui est organisé par la FIFA. Et tous les joueurs qui sont positifs sont mis sur le côté ainsi que leurs contacts. Ne peuvent participer au match que les joueurs qui ont eu un test 2 jours avant le match négatif. Je m'arrête un peu sur les contacts. Le football, justement, est un sport de contact, contact très espoir. Il y a aussi la circulation des postillons. Il y a les sécrétions nasales et buccales qui peuvent être projetées sur la pelouse. Comment on fait pour protéger le joueur à ce niveau ? Il est clair que le risque zéro n'existe pas dans ce genre de situation. Mais la communauté scientifique reconnaît également que quand l'activité sportive se pratique par des joueurs qui ont eu 48 heures avant la compétition un test négatif et qui respectent toutes les mesures préconisées, le risque est quasi nul. Et au niveau de la réglementation du match, par exemple, un joueur qui crache, échanger les bouteilles, les embrassades intempestives peuvent valoir un carton jaune. Merci à vous, professeur William Gachou, d'être passé. Votre contribution est hautement bénéfique dans ce contexte de reprise progressive des activités physiques et sportives au Cameroun. Le professeur William Gachou sera avec nous demain. On parlera cette fois-là de la prise en charge des joueurs de football testés positifs.
Rendez-vous pris. Merci, messieurs, merci Évariste. Et nous allons directement dans la région de l'extrême nord où Aïssa Doumara, le prix Simone Veil France 2019, a marqué la journée de la femme rurale dans le Logone-Birni par un don de denrées alimentaires, d'intrants agricoles et de foyers améliorés, dont aux femmes rurales de cette localité. Une cérémonie sous le signe de l'autonomisation des femmes. Étienne Pascal Azeg. Cet appui constitué d'intrants agricoles et des denrées alimentaires concourt à l'autonomisation des femmes de Logone-Birni. Ces foyers améliorés, par exemple, vont faciliter leur mode de cuisson. Il faut charger la terre à l'intérieur. Et quand cette terre-là chauffe, ça conserve l'énergie. Et même sans bois, vous pouvez voir le repas continuer à cuire normalement. Le don de l'association que dirige Dame Aïssa Doumara contribue également dans la lutte contre les violences faites à cette couche vulnérable du département du Logone-Chari. Vous voyez 100 femmes formées et appuyées par des matériels qui peuvent leur permettre de lancer leurs activités commerciales. C'est une appréciation à sa juste valeur. Une centaine de bénéficiaires ont reçu des kits économiques d'une valeur de 4 millions de francs CFA à la mairie de Logone-Birni. La CRTV primée Go Africa Initiative Cameroun salue l'excellence managériale et professionnelle de notre office, l'ONG qui remettait ce lundi 2 distinctions au directeur général Charles Ndongo et à ses collaborateurs. C'était ici, au centre de production de la CRTV en Baladeux. Évariste Eyenga dévoile ses lauriers pour vous. Double récompense, un tableau puis un trophée. Le trophée est individuel. Il distingue la personnalité Charles Ndongo pour son idéal managérial, dont la qualité est reflétée sur les antennes. Il est l'une des icônes du Cameroun. Il était parmi les 10 nominés pour le prix Cameroon Heroes of Value. Le tableau, lui, est un couronnement des efforts collectifs des collaborateurs du directeur général. Selon Go Africa Initiative Cameroun, Charles Ndongo est entouré de personnel compétent qui implémente sa vision. Résultat, CRTV Poste National a décroché le meilleur prix 2019 de l'impact médiatique grâce à ses émissions sur la culture et l'éducation. Je voudrais remercier tout le personnel de la CRTV, tous ceux qui travaillent à préserver l'image de notre pays. Cela est très important. Go Africa Initiative Cameroun est admiratif de la mise sur pied de nouvelles chaînes de télévision, de la promotion de la diversité et du mérite du personnel. La cérémonie de ce lundi est un aperçu de celle solennelle prévue le 23 janvier 2021. Et les sports dans le 20h30. D'abord, les réalisations des Lions indomptables à travers les championnats européens. Un week-end plutôt prolixe. Évariste Eyenga, une fois encore. C'est en beauté qu'il signe son retour en Bundesliga sous les couleurs bavaroises. Pour sa première, Eric Maxime Choupo-Moting a posé son empreinte en inscrivant 2 buts face à Düren en match de 32e de finale de la Coupe d'Allemagne. Le capitaine des Lions indomptables ouvre le score pour Bayern à la 24e minute à la conclusion d'une contre-attaque. À l'entrée du dernier quart d'heure, l'attaquant enveloppe une balle fuyante qui scelle son doublé et la victoire 3-0 du Bayern de Munich. À l'absence de la VAR, Choupo n'aura pas son 3e but sur cette louchette sauvée derrière la ligne de but. Le Camerounais est aussi à l'origine du pénalty transformé par Thomas Müller, son coéquipier. Choupo est sacré homme du match. Il a aussi été auteur d'un doublé le week-end. Karl Toko Ekambi. La victoire de Lyon dimanche en déplacement à Strasbourg porte la double signature du Camerounais qui touche les filets à la 25e minute avant de récidiver à la 42e sur une passe décisive de Memphis Pepe. Sport encore avec la suite de la tournée du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ce lundi, Narcisse Mouele-Kombi était à l'escale de Yaoundé après le sud-ouest et le littoral la semaine dernière. À Yaoundé, il a notamment déploré la détérioration avancée du stade militaire dégradé par le dispositif anti-Covid-19 qui est maintenant démantelé. Voici les appréciations du ministre des Sports à ce sujet dans une interview avec Germain Noël Essengé.
Ces dégradations sont significatives, mais elles ne sont pas irréversibles. Cela veut dire que l'on peut réparer. Et nous sommes là, justement, pour chercher, à travers une évaluation sommaire, exhaustive et profonde, qui sera faite par les experts et que nous avons déjà commandée. Nous sommes là pour rechercher les solutions idoines les plus appropriées et les plus urgentes pour procéder à la réhabilitation de cette aire de jeu qui avait déjà été validée par la CAF. Là qui met un terme à ce 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. D'autres informations pour vous, ce sera le minuit avec Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après ce journal Ashunienti dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Il gagne avec un Isbet.